Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres. Félix Tshisekedi prend part à la 4e réunion quadripartite RDC, Ouganda, Rwanda, Angola, une médiation qui a déjà enregistré des avancées significatives, notamment la rencontre à plusieurs reprises entre les présidents rwandais et ougandais. La signature d'un mémorandum d'entente va aboutir sans doute à la réouverture des postes frontaliers fermés. Et puis, un invité dans ce journal, il s'agit de Joël Makubikwa. Il est coordonnateur de la Fondation Denise Nyakero. Avec lui, nous allons parler du lancement de la première édition du programme scolaire Excellencia. Bienvenue aux 20h. Je l'ai dit, le président de la République a effectué ce vendredi un aller-retour à Kigali, au Rwanda. Félix Tshisekedi est allé participer au 4e sommet quadripartite RDC, Ouganda, Rwanda, Angola. Les 4 chefs d'État se sont retrouvés à la frontière ougando-rwandaise de Gatuma. Ils ont assisté à la signature du traité d'extradition des prisonniers en attendant la réouverture des frontières fermées. Il faut dire que ce mini-sommet va permettre aussi la décrispation politique entre le Rwanda et l'Ouganda. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. La 22e réunion du Conseil des ministres s'est tenue hier jeudi. Avant de s'envoler pour le Rwanda, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a présidé la réunion. Suivait un extrait de compte-rendu avec le ministre d'État, ministre de la Communication Média, Jolino Makelele. De la réunion extraordinaire du Conseil des ministres. La 22e réunion du Conseil des ministres s'est tenue exceptionnellement ce jeudi 20 février 2020 à la Cité de l'Union africaine sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. À l'ordre du jour étaient inscrits les points suivants. 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption d'un projet de texte. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. La communication de son Excellence Monsieur le Président de la République a porté sur 4 points, à savoir la prestation de serment de hauts magistrats, le report du sommet des chefs d'État sur le mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, la quadripartite Rwanda-Angola-RDC, et enfin les sorties médiatiques des membres du gouvernement. Concernant la prestation de serment de hauts magistrats, le président de la République a expliqué au ministre le sens de la cérémonie de prestation de serment des hauts magistrats qu'il venait de présider en indiquant qu'elle marquait un tournant décisif dans l'instauration d'un état de droit et la lutte contre l'impunité. Sachez également que la présidente de l'Assemblée nationale séjourne dans la partie est du pays avant de prendre son vol pour la ville province de Kinshasa. Janine Mabunda a tenu un point de presse devant la presse locale. Toutes les questions d'actualité ont été débattues. Un reportage. La première visite de la présidente de l'Assemblée nationale de la RDC, Janine Mabunda, vient de se terminer dans l'est du pays après avoir visité 4 villes et 3 provinces différentes. Fin donc d'une première étape de ces sorties parlementaires. Le Nord Kivu a été choisi en premier, étant donné l'urgence sur la menace de l'unité nationale qui provient de ces coins du pays. Acceptant de se livrer à la presse après avoir visité plusieurs terrains hostiles de l'est du pays, Janine Mabunda reconnaît que tous les signaux ne sont pas du tout verts, d'où un appel à la vigilance. C'est pas parce que j'arrive quelque part que les massacres s'arrêtent. Mais je crois que c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Un appel à la vigilance de toutes les populations qui s'en est suivi avec un appel à la confiance envers les forces armées de la RDC, engagées au front depuis plusieurs décennies, en particulier depuis octobre 2019, en opération de grande envergure pour la traque de groupes armés locaux et étrangers.
S'agissant des FARDC, ces gens-là quand même sont sur des fronts depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est ce qui fait d'eux la 8e armée sur 54 dans le continent africain, la 8e armée la meilleure. Quand il y a des problèmes dans les régions voisines, en tout cas si on prend le cas de la Centrafrique, les Centrafricains ont une très forte confiance dans notre armée. Alors si des gens qui sont nos voisins ont confiance et appellent notre armée au secours, ce serait étonnant que nous-mêmes les Congolais, nous ne puissions pas avoir confiance dans l'armée. Les préoccupations majeures des populations des 3 provinces visitées qui sont le nord, le sud, Kivu et l'Ituri ont donc été ramassées par la chef de la chambre basse du Parlement congolais. Mabunda était également là pour compatir avec les habitants de la région. Une assistance humanitaire en faveur des sinistrés de Béni a été effectuée. Le vice-premier ministre, ministre du budget, a une séance de travail avec la délégation du Fonds monétaire international sur le plan de trésorerie du premier semestre et son exécution au niveau du ministère du budget. Cédric Kenina nous en dit plus. Comment la vice-primature du budget entend-elle exécuter les plans de trésorerie publiés récemment par le ministère des Finances? La délégation du Fonds monétaire international, partenaire technique du gouvernement, conduite par Mauricio Villafuerte, en a discuté longuement avec les vice-premiers ministres et ministres du budget, Jean-Baudouin Mayomambeke et toute son équipe. Des assurances ont été données quant au respect des principes des liquidations des dépenses durant ces premiers trimestres. Cependant, recommandations faites aux finances de mobiliser plus de ressources pour une bonne exécution du projet plan de trésorerie. Bien avant cette séance de travail, la mission du FMI Afritac Centre, qui s'occupe évidemment des questions techniques, a félicité le gouvernement de la République pour avoir atteint 75% des réalisations en termes de performance dans les réformes liées aux finances publiques. Depuis un certain temps, nous accompagnons les services techniques et aujourd'hui on est à un taux d'exécution de près de 75% en termes de réalisation des projets annuels de performance. Donc sur ces 75% de réalisation, l'équipe nationale quand même a fait un effort extraordinaire parce que depuis 2 ans, donc, il y a une forte d'intégration des autres ministères dans le dispositif. Notons par ailleurs qu'Afritac Centre est un organe technique du FMI qui a pour mission d'accompagner les pays africains dans la mise en œuvre du budget programme. La mise en œuvre du programme de gouvernance macroéconomique de la SADC, le sujet était au cœur des échanges entre les membres du gouvernement et la mission de la SADC en séjour à Kinshasa. À l'issue de cette rencontre, des recommandations ont été formulées au gouvernement congolais. Il s'agit de diversifier l'économie et de poursuivre les efforts de dédollarisation. Séverine Pascal Katanda pour le reportage. La diversification de l'économie et la poursuite des efforts dans le sens de la dédollarisation sont pour l'essentiel, pour ne pas dire les recommandations clés qui ont sanctionné les 5 jours à Kinshasa de la mission de la communauté économique des États de l'Afrique australe SADC. Avec la participation des ministères des Finances, du commerce extérieur, de l'économie et de la Banque centrale, les travaux de Kinshasa ont élargi leur attention sur les progrès réalisés par notre pays sur le champ du respect des critères, des convergences, de déceler les entraves à pallier et de correction. Le gouvernement a fait déjà beaucoup d'efforts. On a vu le taux de croissance qui s'est relevé, on a vu le taux d'inflation qui reste maîtrisé. Désormais, c'est un seul chiffre. C'est plus le seul chiffre en 2019. On a vu aussi certains points très positifs de l'économie comme la maîtrise du déficit public. Cela sont les atouts pour la RDC vis-à-vis de la convergence. Diversifier l'économie congolaise en se laissant toujours guider par les désirs ardents de valoriser d'autres secteurs qu'éminés est un atout sérieux dans la mise en œuvre du programme de convergence macroéconomique de la SADC. Une année après avoir mis la clé sous le paillasson, la multinationale Glencore tente de revenir en République démocratique du Congo. Quel enjeu et perspective pour la RDC? La question a été débattue au cours de l'émission Perspective économique qui sera diffusée ce soir sur nos antennes à partir de 22 h. Entre-temps, je vous propose de suivre un extrait choisi par votre rédaction. Un exploitant minier comme Glencore dans son pays, c'est une très très bonne chose. Les Tchadiens, ils en ont l'expérience parce que Glencore les a aidés avec plus ou moins $1,5 milliard pour
racheter leur part au niveau des Chirons. Glencore, ce n'est pas n'importe quelle compagnie minière. C'est parmi les plus grands qui exploitent les mines, mais également les hydrocarbures. Et Glencore n'est pas seulement exploitant minier ou exploitant des hydrocarbures, mais également fait du négoce, c'est-à-dire les transactions minières, gère ou s'occupe de plus ou moins 90 matières premières. Et Glencore pèse quelque chose comme 117,14 milliards de dollars américains comme chiffre d'affaires. Et ça, ce sont les statistiques de 2016. Aujourd'hui, on peut dire que, en tout cas, le chiffre d'affaires de Glencore approcherait le 120 milliards de dollars. Glencore emploie à travers le monde 146 000 travailleurs. Et en République démocratique du Congo, Glencore emploie ou employé, parce que les activités sont merveilleuses, quelque chose comme 22 000 employés. La première édition du programme scolaire dénommé Excellencia sera lancée demain samedi par la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Ce programme vise à octroyer des bourses d'études aux lauréats. Pour cette première édition, ce sont les lauréats de l'examen d'État édition 2018-2019 qui recevront des bourses d'études, cela sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Naïcha Kiala, Charmelelo nous en dit plus. Élèves, chers amis, ça n'a pas été facile, je le sais, et ce n'est pas encore la fin. Encore un peu d'effort. Je vous encourage à vous concentrer, à réussir haut la main. Vous êtes à la porte d'une autre étape. Alors défiez-moi. 70% devrait être la note minimale. Ce n'est pas impossible, n'est-ce pas? Le défi, ils l'ont relevé avec brio. Ces diplômés d'État ont désormais leur passeport pour l'université. Heureuse d'avoir poussé à l'excellence ces futurs cadres du pays, la première dame de la République avait reçu certaines d'entre eux chez elle aux côtés de son cher époux. Elle est une personne qui s'ajoute dans mon parcours, qui me souffle à l'oreille que tu dois atteindre la perfection. Pour assurer un avenir meilleur à ces jeunes, Denise Nyakero Tshisekedi s'était engagée à travers la fondation qui porte son nom à les accompagner tout au long de leur cursus académique. Un engagement concrétisé ce jour par le programme Excellencia. Ce programme de promotion de l'excellence scolaire créé par la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi ambitionne de contribuer à la création d'une élite capable de relever les défis de développement auxquels fait face la République démocratique du Congo. Pour l'édition 2018-2019, le programme Excellencia octroie 114 bourses d'études aux meilleurs lauréats de la République, dont 104 d'entre eux recevront de bourses universitaires locales et 10 de bourses universitaires internationales pour la prochaine année académique. La première dame a pour ce faire entrepris des pourparlers pour solliciter un soutien à ce programme ambitieux, aussi bien en RDC qu'à l'étranger. La France, partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo, est le premier pays à répondre à cet appel. Au cours d'une réunion, les responsables de Campus France ont accepté d'organiser sur place un accompagnement pour les boursiers sélectionnés pour poursuivre leurs études supérieures en France. Une collaboration scellée par la signature d'un accord le lundi dernier à Kinshasa entre la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi et Campus France. Tout ce qui est formation est la base d'une coopération et finalement les tissus, la relation humaine entre deux pays, elle s'incarne dans le fait qu'il y ait des étudiants qui viennent étudier par exemple en France. Ça va créer des liens avec la RDC et la France, et le fait d'accueillir ces étudiants qui ont une bourse de la Fondation de la Première Dame, c'est évidemment un plus pour nous, pour la France, pour la RDC et pour eux, puisqu'ils vont pouvoir étudier dans de très bonnes conditions en France. Pendant ce temps, ceux de province qui porteront bientôt l'étendard de l'excellence sont déjà arrivés dans la capitale. Sincèrement merci à la première dame Denise Nyakero pour son assistance. Bon, c'était une grande joie et j'étais sûr que non, c'est pour continuer les études. Alors quand je me suis retrouvé ici, j'ai dit que non, Dieu est grand parce qu'il m'a assisté depuis le temps jusqu'ici. Une visite de la première dame à ces lauréats leur a permis de mesurer l'immensité du privilège de nourrir ses ambitions
et de mieux savourer les résultats des sacrifices consentis. La cérémonie officielle de lancement du programme Excellencia interviendra ce samedi 22 février 2020 pour concrétiser cette vision chère à la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi. Voilà, nous venons de suivre cet élément. Je reçois pour vous sur ce plateau M. Joël Makobikwa. Il est coordonnateur de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Vraiment, la première question qui me vient dans la tête, c'est quoi Excellencia? Alors, Excellencia, c'est un programme d'octroi des bourses scolaires que la première dame, la présidente de la fondation Denise Nyakero, a mis en place pour primer le meilleur lauréat des éditions des examens d'État. Oui, mais pourquoi l'année édition 2018-2019? Alors 2018-2019, parce que simplement ce sont des résultats qu'on a ce jour. Donc ceux qui sont l'année en cours, ils n'ont pas encore passé leurs examens. Et donc on va primer 2018-2019, ainsi l'année prochaine, parce que le programme, on le veut un programme, c'est pas une action ponctuelle, c'est un programme qui va s'étendre sur 10 ans. Un programme qui va s'étendre 10 ans, mais quels seraient les critères de sélection pour qu'un lauréat puisse avoir une bourse d'études? Alors, concernant les critères de sélection, ça dépendra de la manière dont nous aurons les résultats. Par exemple, pour cette année-ci, pour cette édition-ci, nous avons tout simplement pris les résultats officiels de l'EPSP et donc nous avons pris les candidats ayant reçu au-delà de 84%, premièrement. Et à cela, on a eu à ajouter les élèves, les étudiants qui ont passé leurs examens d'État dans des conditions un peu particulières. Comment est-ce que vous y prenez? Alors, nous travaillons sur 4 axes, principalement. Notre fondation, nous travaillons sur 4 axes. Nous avons la santé, l'autonomisation de la femme, l'éducation, ainsi que la lutte contre les violences basées sur le genre. Oui, et dans l'éducation, quels sont les axes prioritaires de la fondation Denise Nyakero? Sur l'éducation, notre démarche, nous plaidons auprès du gouvernement, ainsi que de tous les partenaires, afin qu'il y ait plus d'investissement dans le système éducatif. Deuxièmement, nous voulons renforcer le leadership de nos jeunes afin qu'ils puissent se prendre en charge en passant par une très bonne éducation. Et enfin, troisième axe de notre intervention sur le plan de l'éducation, c'est que nous encourageons les femmes, la jeune fille, à s'orienter vers le STEM, c'est-à-dire les sciences, les technologies, l'ingénierie ainsi que les mathématiques. Voilà, nous avons vu la première dame justement à l'ISTA, je crois, oui, qui a encouragé ses filles. Monsieur Joël, est-ce que vous avez un dernier mot? Nous voulons tout simplement vous encourager à suivre ce programme et surtout nos élèves, ceux qui sont l'année en cours, ceux qui sont 6e des humanités. La première dame avait promis l'année passée par une vidéo qu'on avait tous suivie où elle nous poussait exactement vers l'excellence. Et donc nous primons l'excellence, nous vous encourageons tous à faire le meilleur de vous-même. Battez-vous jusqu'à la dernière goutte de sang, donnez le meilleur de vous-même et il y aura de bonnes choses qui vous attendent devant. Voilà, 114 quand même, est-ce que c'est pas minime pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Nous primons l'excellence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la fondation Denise Nyakero. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie, madame. Poursuivons ce journal. La célébration de la culture du café africain se tient à Mombasa, en Zambie. La conférence et exposition de African Fine Coffee Association est la plus grande plateforme de commerce du café d'Afrique qui réunit plus de 2000 producteurs de café. Et la RDC est reconnue internationalement pour la qualité et la saveur robuste de son café. Bobette et Enga. Le grand rendez-vous africain de la plateforme de commerce de café d'Afrique a réuni cette année du 12 au 14 février plus de 2000 torréfacteurs, négociants, producteurs, professionnels et connaisseurs de café régionaux et internationaux. La RDC y a marqué sa présence par des stands de couleur nationale érigés par des coopératives et des associations industrielles. Occasion pour les acteurs congolais d'exposer le café made in DRC avec une valeur ajoutée par des emballages bien déterminés et d'interagir avec le monde extérieur du café. Toutefois, la RDC est de plus en plus reconnue comme une nouvelle frontière pour l'exportation unique et de qualité de café. Son café a une place de choix car il est reconnu au niveau international pour sa qualité supérieure et sa saveur robuste. Aux côtés de tous les acteurs congolais à AFCA, Élan RDC qui les a soutenus et accompagnés pour une participation active,
une façon pour Élan RDC de signer la continuité de ses actions dans le soutien de l'industrie du café. Cette industrie congolaise du café devient de plus en plus forte et mieux organisée grâce à des réformes régulatrices, l'adoption et prolifération des meilleures pratiques ainsi que des investissements ayant permis d'acquérir des équipements améliorés, l'accompagnement marketing et l'accès à la bonne information aux différents acteurs. 20 ans après la léthargie, l'industrie du café de la RDC se redresse. Ce, grâce à un secteur privé dynamique. Pour rappel, parmi les coopératives et associations industrielles qui ont pris une part active à ces assises, figurent AFCA RDC, Mungano, ONAPAC, FCCA comme première association qui préserve les intérêts des femmes dans les chaînes de valeur du café et du cacao en RDC. Le ministre des Hydrocarbures prend part à la 4e édition de la conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures organisée à Brazzaville. Le thème choisi est vision globale de l'industrie pétrolière gazière. Janine Kelinga. La RDC a pris une part active à la 4e édition de la conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures au Congo-Brazzaville. Du haut de la tribu de ces travaux, le ministre d'État congolais, ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo Moïma, a présenté les potentialités pétrolières congolaises. Sur un total de 47 blocs libres pétroliers et gaziers, un lot de 16 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers a été mis à part pour faire l'objet d'attribution des droits d'hydrocarbures. En ce qui concerne le patrimoine pétrolier, dans le bassin sédimentaire de la Kivu centrale, nous en avons 9 blocs pétroliers. Dans les bassins sédimentaires de la côte atlantique, en onshore, nous avons 3 blocs pétroliers. Dans les bassins sédimentaires de la branche ouest du rift est-africain au Grand Lac Tanganyika, 4 blocs pétroliers. En ce qui concerne le patrimoine gazier, il y a 3 blocs gaziers de l'actif. Cette conférence tombe à point nommé pour la République démocratique du Congo qui, par le biais de son ministère des hydrocarbures, procède au lancement des activités d'exploration et production dans ces différents bassins sédimentaires par l'appel d'offres sur les différents blocs pétroliers ouverts à l'exploration. La participation du ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo Moïma à cette conférence est une occasion pour faire la promotion et présenter les opportunités d'investissement du secteur pétrolier et gazier. Abandonné à son triste sort, l'entrepreneuriat congolais bat de l'aile. Ce vendredi, Justin Kalumba, ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, a procédé au lancement du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars américains. David Mubenga. Ce qui était hier un rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Enfin, l'entrepreneuriat congolais est en train de retrouver sa valeur et la place qui lui convient dans la vie nationale. Il cesse de ce fait d'être considéré comme un orphelin parce qu'il a un parent bien connu au sein du gouvernement, à savoir le ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat. Désormais, l'entrepreneuriat congolais ne sera plus un concept creux, mais plutôt un concept concret. En effet, pour la première fois, après de longues années, les micro, petites et moyennes entreprises congolaises reçoivent un appui financier de 100 millions de dollars américains pour assurer leur développement. Ce rêve prend enfin une forme réelle avec le lancement officiel le mercredi 19 février 2020 à Lubumbashi par le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, pas d'un PME en cible. Après avoir montré l'importance de ce projet qui a mobilisé presque toutes les institutions de la République et la présence très remarquée du ministre de la formation professionnelle, Arts et métiers, John Tumba, le ministre Justin Kalumba Mwanangongo était revenu sur l'essence de cette cérémonie qui, selon lui,
n'est pas la célébration des 100 millions de dollars américains, mais plutôt les débuts d'une nouvelle ère, celle de la refondation de l'entrepreneuriat congolais. Aujourd'hui, nous ne venons pas saluer ici l'arrivée dans nos caisses, dans nos banques de 100 millions de dollars. Non. Donc nous ne sommes pas là pour fêter l'arrivée des 100 millions de dollars. Nous sommes là pour fêter la pertinence des visions. Pour la première fois, on va commencer par les commencements. Est-ce que vous me comprenez? Les commencements, c'est-à-dire commencer par ceux-là qui vont commencer à transformer les choses, à produire, à rajouter de la valeur, à créer de la richesse et finalement, à nous donner ce que nous avons consommé. Pour rendre hommage au professeur Crawford Young pour la qualité de ses recherches sur la RDC, la RTNC a réalisé une émission qui revient sur le fondement scientifique des publications de ce professeur en sciences politiques, décédé le 20 janvier dernier. Je vous propose de suivre un extrait de l'émission qui sera diffusée sur nos antennes à 21h. Crawford Young démontre la difficulté que les États africains ont connue et liée, ou bien les difficultés sont liées à l'héritage colonial. Pourquoi? Parce que l'État tel qu'il a été mis en place pour la colonisation n'a pas tellement disparu. Et ceux qui sont venus au pouvoir ont reconstruit cet État-là. Parce que, imaginez-vous, Mobutu, qui était l'élément, on peut dire, étudiant pendant la colonisation, ne pouvait pas reproduire autre chose que ce qu'il a connu comme modèle. Donc Mobutu était, je dirais, les fils de Léopold II. Donc c'est le modèle d'État qu'il a reproduit. Crawford Young d'ailleurs lui-même dit que l'État du Congo, enfin l'État post-indépendant du Congo, a été le premier État, le first failed state. Pourtant, lui-même Crawford Young, il écrit que en 1960, le Congo indépendant émerge comme l'État en Afrique qui avait le plus grand potentiel de développement, plus que les pays asiatiques, mais il est devenu le premier pays en faillite. Et dans la trajectoire dialectique du Congo, justement, il y a plusieurs États, mais c'est l'une des thèses que Crawford Young soutient, notamment dans les derniers livres de 2013, c'est que l'État colonial a légué à l'État post-colonial des gènes, notamment les gènes de la fonction d'exploration. Donc il nous faut, pour libérer notre pays, pour le développement de notre pays, rattraper le retard que nous voyons déjà dans les réseaux sociaux, donner de l'espace aux hommes ressources, essayer d'asseoir ce que j'appelle la légitimité de compétence. Voilà. Rendez-vous est donc pris ce soir à 21h sur nos antennes. Je l'ai dit au sommaire, le président de la République a effectué ce vendredi un aller-retour à Kigali, au Rwanda. Félix Tshisekedi est allé participer au 4e sommet quadripartite RDC, Ouganda, Rwanda, Angola. Les 4 chefs d'État se sont retrouvés à la frontière ougando-rwandaise de Gatuna. Ils ont assisté à la signature du traité d'extradition des prisonniers en attendant la réouverture des frontières fermées. Il faut dire que ce mini-sommet va permettre aussi la décrispation politique entre le Rwanda et l'Ouganda. Jusqu'à Kusema pour le reportage. La fermeture depuis plus d'une année de la frontière ougando-rwandaise de Gatuna symbolisait la rupture des relations économiques entre le Rwanda et l'Ouganda. Depuis, aucun citoyen des deux pays ni marchandises ne franchissait cette bourgade principale du commerce transfrontalier entre les deux voisins. Aujourd'hui, à la faveur de la 4e quadripartite, les présidents Yoweri Museveni, Paul Kagame, Joao Lourenço et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo viennent de lier l'acte à la parole comme il l'avait décidé lors de leur 3e quadripartite de Luanda le 2 février dernier. Devant les 4 chefs d'État, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de l'Ouganda ont signé ici à Gatuna un traité d'extradition entre les deux pays. En clair, ce traité devrait permettre l'échange des prisonniers qui avait déjà commencé entre les deux États. Les chefs d'État ont constaté que depuis leur dernière réunion, des progrès ont été enregistrés en ce qui concerne les engagements pris par deux parties qui feront tout pour éliminer les facteurs de tension. Ainsi, ils ont salué la libération des détenus des deux parties et la garantie
continuer ce processus au nom de l'état de droit et du droit humanitaire international. Les chefs d'État de la République d'Angola et de la République démocratique du Congo ont salué la signature du traité sur l'extradition entre la République du Rwanda et la République d'Ouganda. Aujourd'hui, donc réalisé aujourd'hui dans le cadre de ce sommet, qui constitue donc le cadre juridique pour le traitement des cas relevant de la justice, y compris ceux se rapportant à des activités présumées de subversion pratiquées par leurs ressortissants respectifs. Le sommet a recommandé que la République d'Ouganda doit, dans un délai d'un mois, vérifier les allégations de la République du Rwanda sur les actions qui viennent de son territoire et qui sont de nature subversive en Rwanda. Le gouvernement d'Ouganda doit prendre des mesures pour mettre fin à ces actions et cela doit être vérifié et conformé par la commission militaire ad hoc pour la mise en œuvre du mémorandum d'entente entre les deux pays. Une fois tenue cette recommandation et communiquée au chef d'État, les facilitateurs vont réaliser dans un délai de 15 jours à Gatuna un sommet quadripartite pour la cérémonie d'ouverture des frontières et la conséquente normalisation des relations entre les deux pays. L'autre image forte des Gatuna, la traversée de cette frontière restée fermée par les 4 chefs d'État. Le président Paul Kagame, Yoweri Museveni, Joao Lourenço et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont traversé à pied ces ponts qui séparent les deux pays. Sa réouverture devrait donc favoriser le commerce transfrontalier entre le Rwanda et l'Ouganda. Premier vice-président de l'Union africaine, le chef de l'État congolais s'est félicité de ces résultats entre les deux pays pour sa co-médiation. Après 3 quadripartites, ils ont réussi à obtenir la reprise du dialogue entre le Rwanda et l'Ouganda, la signature du mémorandum d'entente et l'échange des prisonniers. Tous ces faits ont réussi à faire baisser la tension entre les deux voisins et rassurer toute la sous-région. De Gatuna, Giscard Koussema et Roger Bi. Il est mort depuis 40 jours, mais sa dépouille mortelle traînait encore à la morgue de la clinique quinoise. Le sculpteur André Loufoua peut être inhumé avec dignité. La présidente de l'ONG Initiative Plus, Olive Lembe Kabila, est venue à la rescousse de la famille éplorée. À travers son ONG, l'épouse de Joseph Kabila Kabange a remis une enveloppe consistante pour la prise en charge des obsèques. C'est sa conseillère en communication, Angèle Kisinda, qui a remis ce don. Suivez. C'est dès le 13 janvier 2020, à l'âge de 97 ans, le corps d'André Loufoua, sculpteur du célèbre batteur de tam-tam de la foire internationale de Kinshasa, a totalisé 40 jours à la morgue de la clinique quinoise, touchée par cette situation. L'épouse du président honoraire Joseph Kabila Kabange n'a pas hésité de mettre sa main dans la poche. Olive Lembe Kabila a dépêché une équipe conduite par sa conseillère en communication, Angèle Kisinda, pour remettre à la famille éplorée des vivres et une enveloppe consistante, un geste louable, salué par le fils aîné du défunt. Nous disons merci et puis que ça ne se termine pas, que ça ne se limite pas à nous seulement, qu'il continue à faire pareil geste. C'est ça notre souhait. Si les morts pouvaient parler de leur demeure, André Loufoua dirait merci à Olive Lembe Kabila, que son âme repose en paix. Le gouverneur de la ville de Kinshasa séjourne en Allemagne. Jean-Tini Ngobila, à la tête d'une forte délégation, ont signé un partenariat dans le secteur de transport, la digitalisation et la construction des logements sociaux. Lisette Mujinga et Timaba Silwa. Faisant de l'assainissement et la modernisation de la ville de Kinshasa son cheval de bataille, le gouverneur de la ville province Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, ne ménage aucun effort dans la quête des investisseurs internationaux prêts à accompagner la capitale de la République démocratique du Congo dans sa transformation traduite par l'opération Kinshasa Bopeto. C'est dans cette optique que le premier citoyen de la ville séjourne depuis le 18 février à Stuttgart en Allemagne sur
invitation du constructeur Dress & Sommer. À la tête d'une forte délégation, le gouverneur Gentingo Bilambaka a signé un partenariat avec ses constructeurs pour la mise en œuvre effective du développement de Kinshasa. Les aspects déjà ciblés dans le cadre de ces partenariats sont la mobilité, la digitalisation ainsi que la construction de logements sociaux correspondant à la démographie de la ville de Kinshasa. Deuxième étape, Cologne, où il a été reçu par la haute direction de la société BAL d'industrie. Entreprise à multi-spécialités, entre autres dans les domaines des infrastructures, des logements sociaux et maisons préfabriquées. L'objectif de cette première rencontre avec le nouveau gouverneur de Kinshasa était de jeter la première base pour la conclusion d'un contrat de partenariat mutuellement avantageux qui conduira à la construction de maisons et autres infrastructures de base dans notre capitale. Bouclons ce journal avec ce communiqué. La Direction générale des douanes et accises DGDA en sigle porte à la connaissance des usagers de la douane qu'elle procédera en date des 22 et 23 février 2020 aux travaux d'entretien de ses serveurs opérationnels. Pour ce faire, des perturbations pourront être constatées dans le fonctionnement du système informatique de la douane. À cet effet, elle vous présente ses sincères excuses pour le délabrement qui en découlerait et vous prie de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires pour le directeur général empêché, le directeur général adjoint Kongolo Kabila Mouchi. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.